Bonsoir à tous, merci d'être venus à l'Apéro Talk. Ce soir, on accueille Dimitri Singer, qui est le cofondateur et CEO de 3D Sound Labs. Et le principe de l'Apéro Talk, c'est que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment pour poser une question. Le but, c'est que ce soit une discussion et pas, pas un cours magistral, en gros. Là, on va demander à Dimitri de se présenter un peu. Alors, chez 3D Sound Labs, vous avez développé un casque qui s'appelle Neo, mais qui est assez différent des autres casques, donc est-ce que tu peux nous en parler? D'abord, juste pour cerner un peu, qui est venu pour m'entendre parler, qui est venu pour l'apéro? Pour l'apéro, d'accord. Bon, donc du coup, je vais un peu… Moi aussi, je suis venu pour l'apéro. Ok, je vais parler un peu moins. Donc ouais, à 3D Sound Labs, on sort un casque audio qui s'appelle 3D Sound One. Ça s'appelait Neo, mais on a eu des petits problèmes de marque, on a dû changer le nom du casque, qui permet de faire du son 3D. Le son 3D, c'est le son de tous les jours. Là, vous m'entendez et vous savez que je suis en face de vous, même si vous fermez les yeux. Si je me déplaçais ici, vous m'entendrez sur votre gauche. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas avec un casque stéréo classique. Donc nous, ce que l'on fait, c'est ce qu'on appelle de la binauralisation. On va modifier par du traitement du signal ce que vous recevez sur votre oreille gauche et vos oreilles droites du casque, pour que votre cerveau pense qu'il entend un son qui vient soit d'en face, soit de gauche, soit d'au-dessus, d'en dessous, derrière. On fait un peu ce que font les lunettes de réalité virtuelle qui vous donnent une impression de relief, en modifiant un peu l'image des deux yeux, appliquée à de l'audio sur les deux oreilles. Ok, d'accord, super. Et comment t'en es arrivé à vouloir développer ce genre de produit? On va dire que c'est une opportunité. Moi, j'ai un background d'entrepreneur. 3D Sound Labs, c'est ma 5e start-up. Et entre les start-up, un entrepreneur se pose toujours la question de savoir ce qu'il va faire après. Et comme on sait ce qu'on va faire après, soit on a une vision un jour en se levant ou en se rasant, soit on rencontre des gens, on discute, on étudie les tendances du marché. Et moi, en fait, 3D Sound Labs, ça s'est fait sur une rencontre avec mes autres cofondateurs, dont un avait repéré cette tendance autour du son 3D et voulait se lancer là-dedans. On avait des compétences qui étaient qui étaient même très complémentaires. Et donc la mayonnaise a pris, on s'est vu, on en a discuté, on s'est revu, on a avancé. Et au bout d'un peu plus de 6 mois, on avait un business plan en place pour lancer la boîte. Super, donc tu as rencontré tes cofondateurs en fait, et vous avez commencé à bosser sur l'idée. Ouais. Alors, ouais. Et vous avez choisi de faire une campagne Kickstarter. Ouais, alors en fait, on a lancé la boîte en janvier 2014 sur fonds propres. On avait la chance d'avoir un peu de fonds à pouvoir injecter dans la boîte. On a tout de suite postulé à un truc qui était génial, qui s'appelle toujours le concours mondial de l'innovation, qui nous a permis, avec un dossier de 10 pages maximum, ils disent bien, attendant, ne faites pas des gros dossiers, de récupérer 200 000 € de pure subvention. Ça nous a permis de développer le produit jusqu'au stade du prototype, que l'on a annoncé. On était ce qu'on appelle en stealth mode, donc sous les radars. On est sorti du bois au CES 2015, donc au début de l'année. Et en fait, entre-temps, on était en train de boucler une levée de fonds. On a décidé de faire un Kickstarter, non pas pour l'argent, mais pour le marketing, pour se faire connaître. Ok, ouais, parce que j'ai vu que vous aviez fait ça avec une vidéo assez particulière. Et donc comment est-ce qu'on réussit bien une campagne Kickstarter? Kickstarter, pour ceux qui ont suivi un peu, ça a énormément évolué ces derniers mois, ces dernières années. Au début, c'était une communauté où tout le monde allait avec une idée et soumettait l'idée à la communauté. Les gens qui aimaient bien mettaient un peu d'argent. Maintenant, c'est devenu un canal de vente. Il ne faut pas se leurrer. Nous, on a des backers Kickstarter qui nous tapent dessus parce qu'ils n'ont pas eu d'update, qui râlent pour un oui ou pour un non. C'est vraiment devenu un vrai canal de vente. Ouais. En plus, il y a de plus en plus de projets. Je ne sais pas combien il y en a tous les jours, mais c'est énorme. Et donc, c'est de plus en plus difficile d'être repéré sur Kickstarter, d'être reconnu sur Kickstarter. Donc, nous, on s'est dit qu'il fallait briser un peu les codes de la vidéo Kickstarter. Si vous en regardez 10,
Je vous garantis qu'il y en a 9 qui se ressemblent. Et il y en a, on a pris le parti d'aller un peu à la limite de ce que tolère Kickstarter au niveau du format de la vidéo pour se faire repérer. Et ça a marché, vous avez dépassé vos objectifs en une semaine. Ouais, je pense un peu plus d'une semaine, mais effectivement, ça a plutôt pas mal marché. On avait aussi, on va peut-être pas faire un débat sur tout un apéro talk sur Kickstarter, mais on avait aussi, Kickstarter, ça se prévoit en amont. C'est pas j'ai une idée, je fais ma vidéo, je la mets sur Kickstarter et tout se passe bien. C'est minimum 4 à 6 mois de boulot en amont pour construire la communauté qui va, le jour J où vous lancez votre Kickstarter, vous faire monter dans les stats pour vous faire repérer. Et une fois que vous êtes repéré, que vous êtes sorti du lot, vous êtes sorti du bruit ambiant, et là, il faut espérer que d'autres personnes se greffent sur cette communauté et que ça fasse effet boule de neige. Mais il ne faut pas y aller sans avoir déjà une mailing list énorme, des backers qui sont prêts à vous suivre dès les premières heures de la campagne et un bon plan com sur la durée de la campagne. Parce qu'on a fait 4 semaines et je vous garantis que 4 semaines, c'est très très long, c'est épuisant. Donc il faut bien planifier tout ça. Bon, je vais vous encourager dès maintenant, parce que je vois que vous êtes un peu timide à poser des questions si vous en avez. Oui ? Comment vous faites pour créer cette communauté qui va permettre de faire monter? Alors, nous, on était partis, donc on était un peu sous les radars, donc on avait une sorte de décalage entre créer cette communauté et pas communiquer sur ce qu'on faisait. On a fait pas mal de teasing. On disait qu'on allait sortir une nouvelle technologie de son 3D. On ne disait pas que c'était un casque. On ne disait pas si c'était du soft, du hard, comment ça allait fonctionner, etc. Et on a commencé à intéresser donc la communauté, on va dire, des audiophiles et des gens qui travaillent dans l'audio. Et puis, quelques mois avant le Kickstarter, on a commencé à se lancer sur Facebook, récupérer des emails de gens qu'on croisait dans des salons. On a fait pas mal de petits salons pour prendre un peu la température et arriver à construire cette mailing list. Parce que finalement, les casques 3D, c'est un truc qui existe déjà chez les professionnels, non ? Et qui n'était pas vraiment là dans le marché des consommateurs. Alors, il y a deux types de casques, on va dire 3D, ou en tout cas de sons qui sortent un peu du stéréo classique. Vous avez des casques de gamers qui permettent de faire du 5.1. Donc, on va vous restituer un peu comme si vous aviez 5 haut-parleurs. Et il y a des casques donc pour des professionnels du son qui permettent de faire vraiment du son 3D. Casque pour gamers, ça ne vaut pas grand-chose. C'est pas très efficace, notamment parce qu'on n'a pas nous, ce qu'on a rajouté, c'est des capteurs de mouvement. Parce que le son 5.1, c'est bien, mais quand vous bougez un peu la tête et que le son suit le mouvement de la tête, c'est absolument pas réaliste, surtout si vous avez une image qui reste fixe. Donc nous, on rajoute des capteurs de mouvement, on fait ce que fait Oculus, mais pour le son, quand vous tournez, on compense. Donc le son reste par rapport à la scène. Ça, c'est pour les casques de gamers. Et les casques professionnels, c'est très bien, mais c'est pour des professionnels, ça vaut 3 000 €. C'est très limité en usage et c'est donc absolument pas, c'est absolument pas grand public. Et c'est une technologie qui est difficile à mettre en place, j'imagine, ces capteurs de mouvement dans le casque. Est-ce que c'est la chose la plus difficile à faire ? Alors, c'est pas la chose la plus difficile à faire. Nous, on a tendance à dire qu'on a 20% de notre technologie qui est dans les capteurs de mouvement, 80% dans le soft. Les capteurs de mouvement, il y a 10 ans ou 15 ans, c'était des centrales, des inertiels, des gyroscopes, c'était gros, etc. Maintenant, c'est avec les mêmes, ça tient sur une petite puce, on en a tous dans nos téléphones. Donc l'intégration dans le casque, c'était assez facile à faire. Les deux challenges sur le capteur de mouvement, c'est premièrement d'avoir suffisamment de précision. On est sur un casque et le cerveau, quand je disais qu'on compensait quand on bouge la tête, le cerveau arrive à repérer un peu moins d'1 degré. Donc nous, on est au 10e de degré près au niveau précision. Donc ça, c'est assez challenging. Et après, il faut passer toutes ces données en temps réel. Donc c'est là où on a 80% du cœur de techno qui est dans le soft, qui va créer ce son 3D. Parce que quand je tourne la tête, si le son commence à tourner avec moi et puis que j'ai une latence et que en fait, j'ai un délai de quelques secondes, voire quelques centaines de millisecondes, c'est pas réaliste. Donc là, on a dans notre technologie soft des moyens de recalculer toute la scène audio
en temps réel quand on bouge la tête. Oui. Donc, pas tout est fait localement dans le casque. Non. Ils envoient votre base de données. C'est pas une base de données, mais on a une librairie, on a un moteur 3D, comme il y a dans moteur 3D vidéo, mais là c'est un moteur 3D audio. Ok, il faut que le casque soit connecté. Le casque est connecté, ouais. Il y a des problèmes internet, par exemple. Ah non, il n'est pas connecté, la base de données, le moteur 3D est sur le device. Typiquement, aujourd'hui, on est sur iOS, donc il sera dans l'iPhone ou dans l'iPad. Ah, d'accord. Comment vous faites pour convaincre les utilisateurs en dehors des audiophiles? C'est-à-dire que moi, je suis un utilisateur lambda, je ne sais pas ce que c'est un son 3D, j'ai jamais expérimenté ça, et je me dis, mais comment est-ce que ça peut être mieux que je fasse ce que j'ai Alors, c'est un de nos gros challenges. On a un produit qui s'essaye. On est sur un concept. On parle de son 3D, mais le 3D est presque dégradé. En fait, il y a tellement eu de 3D dans la vidéo et télé 3D, etc. Dire du son 3D, c'est pas vraiment vendeur. Ça s'essaye. Donc là, on a un gros problème à résoudre, et ça se résout en faisant essayer le casque. Donc on vend sur notre site internet, mais on vend aussi à travers la distribution. Là, le casque est dispo à la Fnac, on est en train de voir avec eux pour faire des essais. Et typiquement pour toi, ce soir, après l'apéro, on a des casques ici, tu vas pouvoir essayer. C'est très bien parce que moi je suis allé sur le site et le premier truc que je me suis dit, c'est con que je ne puisse pas essayer le truc là maintenant. Ouais. Tu dois alors voir des réactions d'utilisateurs qui... C'est en cours, c'est quelque chose qu'on est en parce train qu'en encore de construire. En plus, la vidéo donne envie d'essayer le casque. Je sais pas si tu l'as vu, elle est vachement bien faite. Tu avais une question depuis au moins 5 minutes. Une autre... Je voulais juste savoir si la technologie était associée à du son binaural. C'est du son binaural, ouais. C'est ce qu'on appelle une technologie binaurale en fait. Alors qu'est-ce que c'est du son binaural? Alors le binaural, c'est les deux oreilles. Et en fait, on va reproduire le son de ma voix qui arrive jusqu'à tes deux oreilles, va être déformé par son trajet, va arriver différemment sur ton oreille gauche et ton oreille droite, avec les réflexions, avec le fait que si tu regardes par là, ça arrivera un peu avant et plus fort sur ton oreille gauche que ta droite. Et c'est ça que ton cerveau utilise pour repérer les sons dans l'espace. Donc nous, on va, avec du traitement du signal, modifier le son comme s'il voyageait entre la source que l'on désire simuler et tes deux oreilles. Donc toujours sur une source 5.1 pour avoir Alors aujourd'hui, on a une technologie qui permet de faire beaucoup plus que du 5.1. On fait 25 canaux, 50 canaux. En entrée, il faut au moins du 5.1 pour ressortir un traitement. Je prends du stéréo. Je place, plutôt que d'avoir, quand on écoute de la musique, la musique dans les oreilles, moi je vais placer deux enceintes. On va avoir une écoute beaucoup plus naturelle parce qu'on n'a pas le son directement dans les oreilles, ça fatigue moins. Et je peux reproduire également l'acoustique d'un studio d'enregistrement, par exemple. Il y avait une autre question, je crois, ici. Il a en partie posé la question déjà, mais un complément sur la question, si vous avez un jeu vidéo, vous êtes capable de prendre les différentes sources de son potentielles dans le jeu en 3D pour faire une réalité virtuelle. Ouais, il y a deux choses que l'on peut faire là-dessus. Déjà, la plupart des jeux sortent du 5.1 ou du 7.1, donc on peut prendre ça et le restituer dans l'espace, donc comme si on jouait au jeu avec un home cinéma autour de soi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de proposer aux concepteurs de jeux un SDK pour qu'ils puissent virtualiser toutes leurs sources audio dans l'espace. Pour le premier point, je vous invite à regarder un peu ce qu'on va annoncer à l'IFA la semaine prochaine. Sur le second point, c'est quelque chose sur lequel on travaille également. Vous êtes sur un marché où il y a beaucoup d'acteurs très marketés, justement, Philips, Marshall, Sony. Et le but, c'est de se démarquer de ces gens-là, ou à un moment, M. Sony vous dit votre truc, c'est génial, pour le chez nous. Alors nous, on ne se voit pas comme un fabricant de casques. Le casque, il est là pour... nous, on est une société technologique, on a une technologie. Le problème des startups qui vendent de la technologie, c'est que c'est extrêmement dur de monétiser et c'est extrêmement long d'avoir un bon retour sur investissement. Moi, dans des vies précédentes, j'ai essayé de vendre de la technologie à Sony, à Samsung, etc. Ça prend énormément de temps pour récupérer des royalties qui sont des pouillèmes.
Donc nous, on a cherché un moyen de monétiser, parce que dans une startup, ce qui compte, c'est le cash. À la fin de la journée, c'est combien il reste de cash en banque, c'est le KPI ultime. Et donc, il fallait monétiser cette technologie le plus vite possible. Et pour la monétiser, on s'est dit, bah voilà, il y a des casques, mais qui ne font pas de son 3D. Donc nous, on va créer notre casque de son 3D. Et avec ça, on va pouvoir monétiser le temps d'introduire la technologie d'un point de vue technologie licensing. Ça veut dire que vous n'avez pas vocation à créer une marque de casque de son 3D? L'avenir le dira. Il y aura peut-être une marque avec une déclinaison de casques de son 3D. Il y aura aussi un écosystème autour de ces casques avec des acteurs corporate qui intégreront la technologie pour fonctionner avec notre casque. Je suis pas sûre, mais est-ce que vous avez déjà développé le casque? Oui. Et comment vous gérez la production, comment vous avez géré la production des prototypes et la montée en production? Comment on a géré alors, les prototypes alors, déjà, la production, c'est tout outsourcé. Hein, on n'a pas des gens avec des outils en train de faire des casques. Hein, donc ça, on a des EMS, hein, donc des fabricants de matériel électronique qui nous font la production pour nous. Ils nous ont fait une partie des prototypes. Donc on a designé les prototypes nous-mêmes avec des ingénieurs électroniciens, des softwares embarqués. On a fait les prototypes. On est passé par un designer pour tous les aspects mécaniques. Et après, on a outsourcé ça. Aujourd'hui, on fait faire ça en France, chez un EMS français qui nous fabrique le casque. Oui. Vous avez parlé du gaming. Quels sont les autres développements auxquels on peut songer avec certaines? Alors, le gaming, c'est quelque chose très honnêtement, qu'on n'avait pas vu au début. On savait que c'était un débouché possible. On ne pensait pas qu'il y allait avoir autant de traction du monde du gaming sur nos produits. Donc on a un peu accéléré. Au début, on était parti, on s'était dit, bah, la vidéo, c'est génial parce que le contenu est là. Les films en 5.1, tout le monde en a. Donc on va pouvoir restituer déjà ça. Les gamers sont venus nous voir en disant, attendez, le gaming, c'est génial. Moi, il me faut ça pour mes jeux, ça sera super, je le veux. Donc on a accéléré sur le gaming. Et au-delà du gaming, il y a deux marchés que l'on vise qui sont des marchés plus long terme. C'est la musique multicanal. On a énormément d'artistes qui nous contactent et qui nous disent voilà, je veux pouvoir mixer en 5.1, en N.1, en son 3D, parce que ça rajoute une composante artistique en fait, à leur création musicale. Ils vont pouvoir faire tourner les guitares autour de vous, passer les chœurs au-dessus, en dessous, etc. Et ça les intéresse. Et au-delà de ça, bien évidemment, donc la musique, ça prend un peu de temps parce qu'il y a les articles, il y a la création, puis après, il y a la distribution du contenu. Et ça, c'est un peu plus complexe. Il y a des écosystèmes à mettre en place pour pouvoir distribuer du contenu multicanal. Donc on y travaille, mais ça va prendre du temps. Et l'autre pan, bah, c'est la réalité virtuelle. Hein. On ne s'en cache pas. Quand on regarde un peu ce qu'annonce Oculus, c'est assez marrant. L'année dernière, on était en pleine levée de fonds, on discutait avec des investisseurs. Il y a une conférence audio, dédiée à l'audio d'Oculus, où le gars est arrivé, le responsable audio chez Oculus, il dit voilà, vidéo, we have it covered. Maintenant, c'est l'audio, c'est ce qui va permettre une meilleure immersion. Et pour avoir de l'audio, il faut des capteurs de mouvement, il faut être capable de prendre peu de CPU, il faut une très faible latence, il faut pouvoir traiter plein de sources audio différentes. Et nous, on était comme des petits fous parce qu'à chaque fois, on cochait ça on a, ça on a, ça on a, ça on a. Et à la fin, bingo. Donc ça c'était pas mal. Du point de vue des investisseurs, on était assez contents. Et comment ça se répartit en termes d'utilisation de votre produit entre la réalité virtuelle, le gaming Aujourd'hui, c'est uniquement du film sur plateforme iOS et on est en train, d'ici la fin de l'année, on va lancer donc, des nouveaux produits ou en tout cas des nouvelles plateformes pour justement accroître et les usages en termes de users qu'on va aller toucher sur des plateformes plus mainstream et différents usages. D'accord. C'est des projets qui sont top secrets? Non, enfin c'est top secret. Non, on l'a dit qu'on travaille sur des drivers Windows, on travaille sur des drivers Mac, on travaille sur Android pour finalement que le casque soit compatible avec le plus grand nombre de devices. Quoi. Ouais.
Et sur les projets en lien avec la réalité augmentée? Réalité virtuelle, réalité Réalité augmentée. On y travaille également. C'est des choses qui sont plus longues parce qu'on veut être intégré. Donc là, d'ailleurs, on cherche, hein, si des gens sont intéressés, des développeurs pour développer et maintenir et supporter auprès de nos clients un SDK, ou en tout cas différents SDK pour faire du son 3D qu'on pourra proposer à des fournisseurs de jeux vidéo, des fournisseurs d'applications en réalité augmentée, réalité virtuelle. C'est quoi le plus gros problème auquel vous avez dû faire face depuis le début de 3D Sound Labs? Est-ce qu'il y a eu un gros challenge? Alors, il y a plusieurs gros challenges. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être que nous, on s'y est mal pris. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres startups, mais nous, le recrutement a toujours été compliqué. Vous avez recruté les mauvaises personnes ou... Non, on cherche les bonnes personnes, on n'arrive pas à trouver les bonnes personnes. Et ça prend du temps. Donc, petit conseil, dans votre plan de start-up, le recrutement, ça prend toujours plus de temps que ce que vous avez prévu. Et c'est compliqué au début. Autre gros problème, tout entrepreneur, c'est le cash. Hein. On a eu des périodes où on arrivait, on n'avait pas encore closé notre levée de fonds. On voyait le compte en banque fondre comme neige au soleil. Et il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, quoi. Mais ça, le cash, c'est universel. Hein. On est tous à chercher du cash pour pouvoir développer nos projets. Oui, absolument, même pour pouvoir... oui, l'un ou l'autre. Du coup, sur le recrutement, des difficultés, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est les compétences des gens qui sont difficiles à trouver, ou est-ce que c'est des gens qui correspondent à l'entreprise, à comment vous fonctionnez? Je pense qu'on a cherché des gens qui avaient des compétences un peu particulières. Peut-être qu'on était aussi un peu exigeants. Et puis sur certaines compétences, il y a chercher des devs iOS. Dès qu'un dev est un peu bon et un peu d'expérience, les gars demandent des packages qui sont... donc il y a des compétences qui sont tendues, et puis nous on cherchait aussi des compétences un peu particulières. Le son 3D, c'est pas énormément c'est une petite communauté, donc il y a peu de gens qui sont vraiment expérimentés là-dedans. On cherchait des gens qui pouvaient nous faire du marketing, mais orienté petite boîte start-up, mais avec quand même un produit grand public. Il y avait des petites difficultés. Oui. Vous avez développé la partie software en combien de temps? Alors, il y a une partie de la technologie dont on a une licence exclusive qui sort d'un labo de recherche. Donc ça, je crois qu'il y a 15 ans ou 15 années de recherche là-dessus. Après, donc nous, on a construit sur cette brique de base. On a construit ça en, on va dire, un peu plus d'1 an. On avait un truc qui tournait bien. Et puis là, on continue à améliorer les performances, améliorer le réalisme du rendu, etc. Ce qui sortait du labo de recherche, c'est curieux, c'est une brique, un moteur binaural. Transformer du son, justement, en son de... Voilà. Mais avec on va dire pas des performances, mais des caractéristiques un peu particulières qui nous ont permis de greffer pas mal de trucs de capture de mouvement dessus en temps réel, etc. Vous dites que vous avez lancé 6 startups, c'est votre 6e startup. 5 uniquement, mais... Qu'est-ce que vous avez fait avant? Vous êtes uniquement... Moi, je suis ingénieur de formation. Dans les semi-conducteurs au tout départ. Ouais, j'ai complété ça après avec un programme à l'INSEAD, mais à la base, je suis codeur. J'ai commencé ma carrière, en fait, moi j'ai fait un stage en sortie de mon école dans la Silicon Valley. Je suis rentré en France et je me suis dit qu'on était quand même vachement bien dans la Silicon Valley, donc je suis reparti là-bas, dans une start-up qui venait de se monter. J'y suis resté 4 ans. Et en 4 ans, avec l'écosystème américain, je suis passé d'ingénieur où je bossais donc, sur des puces électroniques. On faisait des puces pour lecteur de DVD à
je ne me souviens plus trop du titre, mais je gérais une ligne de produits, en fait, toute une business unit pour la société. On s'est fait racheter au bout de 4 ans, donc là, premier exit. Je suis rentré en France, j'ai bossé pour un grand groupe dans l'électronique grand public, et là j'ai pris une bonne claque. Je suis resté un peu moins d'1 an dans le groupe, surtout par opportunité. En fait, j'ai rencontré mon ancien CEO sur un salon, comme ça, on avait bien marché tous les deux, on avait lancé un nouveau truc qui marchait bien. On s'est dit, ça va toi? Ouais, non, et toi? Ah, grosse boîte, je me fais chier. Bon, ok, moi aussi je me fais chier, qu'est-ce qu'on fait? On est parti en 4 mois, on est partis tous les deux monter une autre boîte qui faisait des puces électroniques et des solutions pour téléphones portables. Donc en fait, on faisait des téléphones portables en marque blanche pour le marché chinois. La boîte était chinoise. Moi, je faisais des allers-retours entre la Chine et la France, on avait un centre de R&D. On a développé ça pendant 6 ans, on a levé énormément d'argent, et puis on s'est fait absorber par une autre société chinoise qui faisait toujours de la téléphonie, mais il y avait pas mal de synergies. On avait les mêmes investisseurs en plus, donc ça a aidé. La société est passée sur le Nasdaq. Alors, au moment du merge, moi j'en suis parti. Après, la société est passée sur le Nasdaq et est sortie du Nasdaq, qui a maintenant été acquise par un fonds souverain chinois. En fait, donc c'est une technologie clé chinoise sur la téléphonie mobile. Moi, quand j'en suis parti, j'ai commencé à faire un peu de conseil. Que je me suis aperçu que premières années dans la Silicon Valley, puis en fait en France, mais moitié du temps en France, moitié du temps en Chine, où le gros du business se passait. J'avais peu de réseau en France. J'étais en France, mais je n'étais pas impliqué dans l'écosystème, donc j'ai commencé à m'impliquer dans l'écosystème, commencé à faire un peu de conseil auprès d'autres entrepreneurs. C'est comme ça que en fait, j'ai rencontré des entrepreneurs d'un centre de recherche belge qui avait développé une technologie concurrente à Bluetooth, mais avec plein d'avantages. Sauf que quand on s'attaque à une technologie mainstream qu'on a dans tous nos téléphones, c'est compliqué de rentrer. Donc moi, je me suis lancé dans l'aventure. Au bout d'1 an, on n'avait pas réussi à lever des fonds, donc on a fermé la boîte. Donc un moment difficile. Et puis après, je suis rentré dans une autre start-up qui se cherchait. Au début sur une mission de conseil, et puis après je leur ai proposé un pivot, ils m'ont internalisé, et j'ai mené 2 pivots pour eux avant d'en sortir sur un rachat. J'ai refait du conseil, parce qu'il y a un truc quand on est entre 2 boîtes entrepreneurs, soit vous avez une foule d'idées, vous savez ce que vous allez faire, soit, c'est ce que je disais au début, il faut rechercher, il faut rencontrer des gens, etc. Et on vous propose des choses à faire. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, j'ai fait une mission de conseil, au sein de laquelle j'ai rencontré mon premier associé et avec qui on s'est bien entendu, on a été chercher le 3e. Et dans toutes ces startups, c'est vous qui codiez le produit initial et vous êtes clairement en tête de la partie business, etc. J'imagine. Alors moi, je me caractérise. Non, on ne peut pas tout faire. Enfin, on peut tout faire, mais c'est compliqué. Moi, ce que j'aime, c'est de plus en plus. Donc, avant, je codais. Dans ma 2e startup, j'ai commencé par coder et au bout d'1 an et demi, mes développeurs m'ont dit arrête là, tu nous fous dans la merde, ton code, t'as des bugs. Alors, il n'y a pas de bugs, puis je suis le chef, donc il n'y a pas de bugs. Et puis, tu es en retard, et puis tu n'as pas le temps, et tu voyages, etc. Donc, j'ai arrêté de coder. J'ai fait pas mal de marketing technique, marketing. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre le code, entre la techno et le marketing. Le produit, en fait. Définir le produit, l'adéquation du produit avec le marché, comment on va mettre le produit, comment on va technologiquement développer le produit, puis après, comment on va aller le vendre. Moi, au sein de 3D Sound c'est le gros de ce que je gère, avec un peu plus d'admin à côté. Et mon associé Xavier gère plus le business, la distribution. Parler à des gros distributeurs type Fnac et autres, c'est son dada. Moi, je pourrais le faire, mais ça me plaît moins. Et lui, c'est mieux faire que moi. Donc on ne fait pas tout. Il faut savoir déléguer.
Justement, si on reparle de 3D Sound Labs, donc c'est quoi les prochaines étapes? Là, vous avez une app pour Mac qui sort. Ouais, bah, comme je disais, aujourd'hui, on a fait un produit avec, alors c'est pas un minimum viable product, mais c'est un minimum viable use case. Regardez, donc une appli pour regarder des films, écouter de la musique sur iOS. Donc là, maintenant qu'on a ça, il faut qu'on écarte le scope, enfin qu'on accroisse le reach. Et pour le faire, on va rajouter des usages et rajouter des plateformes. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de développer en ce moment, avec toutes les annonces qu'on va faire d'ici la fin de l'année. En parallèle, on veut aller vers de la réalité virtuelle, donc plus servir des clients corporate, donc du B2B2C. Et là, donc c'est tout ce qui est développement SDK, etc., sur lequel on travaille. Et puis, on est, je l'ai dit, on est une boîte de technologie, plus qu'une boîte pas plus, mais on est une boîte de technologie qui monétise avec un produit. Et on continue donc à travailler sur la technologie. Il y a des grosses avancées, enfin en tout cas des gros thèmes de recherche autour du son 3D, autour du son au casque, sur lequel on espère d'ici peu amener une vraie révolution. Donc ça, c'est vraiment un travail de recherche avec des chercheurs, des PhD, des thésards qui travaillent sur ce genre de choses. Ça, c'est la partie pour la... Vas-y. Alors, si je comprends bien, vous avez un business model qui se rapproche de Parrot. Parrot qui fait à la fois le kit Bluetooth, enfin un livre en véhicule, et qui embarque aussi de la technologie dans des... Alors, non, parce que Parrot embarque la technologie, mais ils embarquent, ils font payer la technologie. Nous, on se définit plus comme étant proche du business model d'Oculus. Une technologie, et pour disséminer cette technologie, on crée un produit. Et aujourd'hui, hier, Oculus a été racheté par Facebook, non pas sur son produit, qui n'existait pas encore, mais sur sa technologie. Nous, on n'a pas eu la chance d'être approchés encore par Facebook. Pas encore. Pas encore. Mais donc, on a été un peu plus loin dans le produit. Mais le business model se rapproche beaucoup plus de... Enfin, on veut être collé un peu à ce que fait Parrot. Vous avez des concurrents? Il y a d'autres gens? On a des concurrents. Le binaural, c'est une technologie qui existe depuis les années 90. C'était pas efficace parce qu'il y avait des problèmes de puissance de calcul, des problèmes de capteurs de mouvement. Maintenant, on arrive à faire tout ça en temps réel. On voit d'autres acteurs sur cette technologie. On pense qu'on a des avantages certains sur le nombre de sources qu'on peut restituer, la puissance CPU qu'on utilise par source, et le fait de pouvoir faire du son, des capteurs de mouvement en temps réel, plus d'autres trucs, mais qui sont plus d'un point de vue recherche, où on pense amener une vision. On est parti d'une vision un peu naïve des choses, là où des experts de l'audio sont focalisés sur l'audio et ont le nez sur leurs problèmes. Et on a bon espoir d'arriver avec des solutions, parce que justement on a pris un peu de recul, on a regardé le problème sous des angles différents, des solutions un peu innovantes à des problèmes de restitution et de qualité du son 3D. On va prendre une ou deux dernières questions et ensuite on va passer sur un format un peu plus discussion avec C'est-à-dire ça va être l'heure de l'apéro. Un apéritif, voilà. Ouais, vas-y. Justement, pour arriver à la prochaine étape, et à part les finances, quelle est la ressource qui vous manque le plus Aujourd'hui, du temps, des finances, mais si on enlève tout ça, il y a des compétences qui nous manquent. Là, je disais, on cherche un développeur, quelqu'un qui a déjà développé, supporté, vendu des SDK type Unity, enfin travailler avec Unity ou des choses comme ça, pour aller à la deuxième étape. Puis après, des compétences un peu plus recherche, mais ça, a priori, on a les bonnes personnes.
Oui. Vous n'avez pas peur justement de Oculus Rift qui, même s'ils ont coché de côté vidéo, ils ont clairement la puissance de passer de côté audio? Ils ont, alors aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'ils ont dans leur lab, on les connaît bien, on leur parle. Ils ont sous licence une brique technologique concurrente à la nôtre. On sait qu'on est plus efficace, donc après c'est des discussions qui risquent de prendre du temps, mais on ne sait pas jusqu'à quel point en interne ils veulent améliorer ça. Mais il n'y aura pas une solution sur le marché, il y aura plusieurs solutions. Il n'y a pas que Oculus, aujourd'hui Sony, Morpheus, Samsung sort aussi des casques de réalité augmentée, Microsoft. Enfin, il n'y aura pas une solution sur le marché, il y aura quelques leaders. On espère bien faire partie, en tout cas pour la partie audio, de cela. Dernière question? Sinon, on se lève tous et on prend un apéro et on dit merci beaucoup aussi à... Merci à vous. Juste pour terminer, vous avez Maxime et Antoine au fond de la salle qui doivent avoir dans leur besace des casques. Donc si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Avec plaisir.